La première chose qui m'a interpellée quand j'ai regardé cette photo, c'est l'uniformisation. Même coiffure, même vêtements. Le fait qu'il n'y ait que des femmes aussi, et qu'elles soient toutes positionnées sous le portrait d'un homme. Quand j'ai vu cette photo, j'ai tout de suite été gênée. Peut-être parce que je suis une femme et que j'ai beaucoup de mal à voir un groupe de femmes au sourire forcé, toutes habillées pareil, être positionnées sous le portrait d'un homme. Comme si elles lui étaient inférieures et que lui était au-dessus de tout. Ajoutez à ça que certaines m'avaient l'air très jeunes. Mon intérêt était piqué. Et ça tombait bien parce que Netflix venait de sortir une mini-série reportage sur le sujet, intitulée Keep Sweet, Pray and Obey. Sois sage, prie et tais-toi. J'ai sauté sur l'occasion et c'est là que j'ai découvert une société recluse et totalement immorale au cœur même des États-Unis, la FLDS. FLDS veut dire Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ils se disent donc être des fondamentalistes. Et s'ils souhaitent à ce point le préciser, c'est pour montrer à la LDS qu'ils sont les vrais croyants qui suivent les préceptes originaux. Parce qu'après tout, ils ont été reniés par la LDS après les changements instaurés par cette dernière. La LDS, ça veut dire Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, raccourci en Latter-day Saint Church, donc LDS pour Latter-day Saints. Et ça désigne ce qu'on appelle en français les Mormons ou l'Église des Saints des Derniers Jours. Et c'est de ce courant qu'est descendue la FLDS. Il est très important de ne pas les confondre. Cette scission, elle est arrivée quand la LDS a choisi de bannir une de ses pratiques très spécifiques, le mariage plural. Vous l'avez compris, ça veut dire le mariage polygame. Jusqu'au 7 avril 1889, la LDS pratiquait ces mariages. Mais le gouvernement américain a fait pression sur eux pour bannir cette pratique et permettre la formation de l'État de l'Utah en adéquation avec les valeurs du gouvernement. Et c'est à ce moment que toute notre histoire va doucement commencer. Parce que vous vous en doutez, certaines personnes aimaient bien le concept de mariage plural. On se demande qui et pourquoi, dites donc. Il va donc se créer plusieurs mouvements fondamentalistes, dont le plus gros s'appelle aujourd'hui FLDS, qui est officiellement créé en 1930. Au début, ils ne sont pas très impressionnants. Ils vont s'installer à Short Creek, sur la frontière entre l'Utah et l'Arizona, ainsi que dans la région de Salt Lake City. Short Creek, c'est un lieu loin de toute civilisation qui leur permet de s'isoler tout en leur offrant l'opportunité de jongler entre les différentes lois des deux États, l'Utah et l'Arizona. Aujourd'hui, ce lieu a changé de nom, 2 villes jumelles ont vu le jour, Colorado City en Arizona et Hilldale en Utah. Ils survivront malgré tout en instaurant au fur et à mesure une doctrine du One Man, One Rule, c'est-à-dire que le dirigeant ou les dirigeants à l'époque ont les pleins pouvoirs sur les membres de la communauté. Et la vie va continuer tranquillement jusqu'en 1987, où cette organisation va totalement changer et va petit à petit prendre la forme qu'elle a encore aujourd'hui. Rulon Jeffs, qui était jusque-là comptable du mouvement, va, avec l'accord du maire Dan Burlow, donner à la secte une dimension légale suite à des conflits de propriété et prendre la tête du groupe, devenant le leader absolu du mouvement. Mais vous vous dites sûrement, ok, c'est bien beau ça, mais ça veut dire quoi être membre de la FLDS ? Être membre de la FLDS implique de nombreuses choses. Croire en Dieu forcément, croire en le mariage plural et ce qu'il représente, obligatoirement, mais surtout se soumettre au prophète, toujours, quoi qu'il advienne, même si ce qu'il vous demande ou si ce qu'il exige de vous est immoral. Le prophète, c'est Dieu sur terre. On ne le contredit pas et on fait ce qu'il dit. Après tout, la plus grande peur d'un membre de la FLDS est de finir en enfer, et la seule chose qui peut le sauver de ce destin malheureux, c'est de respecter et obéir au prophète, qui est en connexion directe avec Dieu. Et peut-être que vous l'avez compris, ou pas encore, mais le mariage plural est au cœur du parcours des croyants pour accéder au paradis. Parce qu'après tout, dans cette communauté, plus un homme a de femmes, plus il est proche de la perfection, et plus il se rapproche du paradis. Pour pouvoir accéder au paradis, il faut avoir au minimum 3 épouses. Et pour la femme, me direz-vous, qu'en est-il ? Eh bien, rien de plus simple. Obéir, satisfaire et faire le plus d'enfants à son mari lui ouvrira les portes du paradis, et une fois là-bas, elle pourra retrouver son époux et continuer de le servir. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Mais là où tout ça restait fait dans un cadre stable et relativement légal sous Rulon Jeffs, ce ne sera étrangement pas le cas sous le règne de son fils Warren.
Et avant de parler du fils et des faits réellement problématiques qu'il a commis, on va d'abord se pencher sur son père pour qu'on puisse se rendre compte de l'évolution qu'a eu la secte et constater les mécaniques employées pour que les membres de ce mouvement ne remettent jamais en question ce qu'il leur est dit, ou en tout cas le moins possible. Roland Jeffs est né le 6 décembre 1909 à Salt Lake City dans l'Utah, aux États-Unis. Il est né au sein d'une famille de fondamentalistes et adhère très rapidement à cette doctrine. Il finit même, comme je vous l'ai dit plus tôt, en 1986 par devenir comptable pour la FLDS. Et là encore, son envie d'obtenir toujours plus de pouvoir va l'amener à s'allier avec le maire de l'époque, Don Burlow, et il va finir par réussir à se poser en leader du mouvement, le tout après avoir renversé le groupe de dirigeants jusque-là en place. Parce que jusque-là, le mouvement FLDS était dirigé par un conseil des anciens. Et il a détruit ça pour se mettre lui comme unique dirigeant. À l'époque, la FLDS se fait encore appeler fundamentaliste. Pour eux, les écrits bibliques impliquent que la quête qu'avait Jésus était d'avoir plusieurs femmes, et donc que ça doit devenir leur objectif personnel. Le tout pour se rapprocher de la perfection de Jésus et atteindre un plus haut degré de salvation, autrement dit, de salut. Tout le monde au sein de la secte sait très bien que la pratique du mariage plural est illégale. Même les enfants sont au courant. Afin de ne pas se faire découvrir par les autorités, les actes de naissance de certains enfants voient le nom du père être falsifié. La communauté a ses propres fêtes, ou tout du moins réalise les fêtes citoyennes américaines, comme la fête nationale et Thanksgiving, à leur façon, au sein de la communauté. Et plus le temps passe, plus ils se renferment sur eux-mêmes et perdent contact avec la société classique américaine. Le fait de savoir être dans l'illégalité donne une excellente excuse pour rester dans un entre-soi permanent. Et les enfants sont éduqués avec cette seule croyance en tête, dans le mouvement, sans jamais croiser quiconque qui puisse la remettre en question. D'un point de vue légal, la polygamie est interdite, on est bien d'accord. Mais en réalité, il n'y a que très peu de poursuites à ce sujet, car de une, c'est difficile à prouver, et deux, ça touche à des familles et notamment à des enfants. Or, on sait à quel point ça peut être traumatisant pour un enfant de voir sa famille être éclatée après l'arrivée des services sociaux. Du coup, les politiciens et les forces de l'ordre préfèrent fermer les yeux. Et les Mormons, eux, les gens qui font partie de la LDS, préfèrent détourner le regard parce que pour eux, la FLDS, c'est la réminiscence d'un passé vraiment peu glorieux qu'ils préféraient oublier et qui est sans arrêt remis devant leur visage. Mais ce qui est encore plus grave que la polygamie, ce sont les crimes secondaires engendrés par une société religieuse gérée par des hommes. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé avec la FLDS. Comme évoqué plus tôt, le statut d'un homme au sein de la FLDS dépend du nombre d'épouses qu'il a. Pour atteindre le paradis, il doit en avoir au moins 3. Et afin d'en obtenir plus, il faut donner à la secte. Que ce soit financièrement, en termes d'expertise et d'aide sur des sujets pointus, ou bien même des êtres humains, comme par exemple ses propres filles. Donner une fille pour recevoir une épouse, un accord tacite mais connu de tous. Roland Jeffs, du coup, est donc à la tête de ce mouvement. Et il est enseigné aux croyants qu'il ne mourra jamais. Il sera renouvelé et redeviendra jeune. Retenez bien ça, c'est super important pour la suite. Il est dit qu'il connaît tous vos actes et toutes vos pensées, tous vos rêves et désirs. Et bien sûr, c'est lui qui est chargé de réaliser les mariages arrangés. C'est ce que les membres du mouvement appellent le principe de placement. Vous ne décidez pas de votre époux ou épouse, le prophète s'en charge pour vous. Dieu lui dit qui est le plus compatible avec vous, visiblement. De ce fait, dès qu'une jeune femme est en âge de se marier, son père va l'offrir au prophète en lui expliquant qu'il peut en faire ce que Dieu lui dictera bon. Le prophète, Roland Jeffs en l'occurrence, décide alors du futur époux de cette jeune femme, un membre de la communauté. Parfois même, il choisit de les épouser. Et dans ce cas où il déciderait de faire de cette jeune femme la sienne, il a une poignée de main spécifique, serrer 3 fois la main de la jeune femme en question. C'est le signe qu'elle rejoindra dès le soir le reste de ses épouses. Après tout, Roland Jeffs étant le prophète, il est le membre du mouvement avec le plus de femmes. Et c'est comme ça que Rebecca Wall se verra forcée de l'épouser alors qu'elle n'a que 19 ans et lui 85 ans et déjà 22 épouses. Pour le reste de la famille de Rebecca, c'est un immense honneur que leur fille fasse partie de la famille du prophète. Son père est particulièrement heureux parce que depuis des années, il attend qu'on lui offre une 3e femme et que grâce au mariage de sa fille, ça va certainement être le cas. Le fait que sa fille Rebecca n'en ait aucune envie ne lui importe pas. Après tout, elle n'a aucunement son mot à dire là-dessus. Dieu a exprimé sa volonté à travers Roland Jeffs et elle se doit donc de l'épouser quoi qu'elle en pense. Peu de temps après le mariage, le père de Rebecca recevra effectivement sa 3e femme.
Et pour toutes ces filles qui avaient été élevées avec l'espoir de vivre un conte de fées avec un coup de foudre face au futur mari choisi pour elles par Dieu, elles ont vu leurs rêves voler en éclats en devant embrasser Rhulan, ce vieil homme de plus de 82 ans, à la fin de la cérémonie de mariage. Forcées de faire ce qui était attendu d'elles alors même que cet acte les rebutait. Et les études qu'elles faisaient, les hobbies qu'elles pratiquaient, disparaissent. Elles se doivent de rester aux côtés de leur mari, d'être obéissantes, de prier et d'être toujours disponibles pour lui. Elles découvriront peu de temps après leur mariage les rituels qui rythment la vie de la maisonnée du prophète, comme par exemple le baiser du soir, où toutes les épouses doivent s'aligner de la plus ancienne à la plus récente et rentrer dans la chambre du prophète chacune leur tour pour lui donner un baiser de bonne nuit. Quand Rebecca l'épouse, je vous rappelle, il en a 22, vous imaginez une queue de 22 femmes dans un couloir qui attendent de passer les unes après les autres pour dire bonne nuit à ce vieillard. Et le jour où il leur demande de rester pour plus d'activités nocturnes intimes, elles ne comprennent absolument pas ce que cela implique, car malgré le fait qu'elles aient 15 frères et sœurs à la maison, personne ne leur a jamais expliqué quoi que ce soit à ce sujet. Et pour ces femmes qui n'ont jamais entendu parler de l'intimité et qui ne savent pas comment fonctionne la reproduction chez l'homme, imaginez le choc de découvrir que cet homme qui les dégoûte va les toucher à des endroits qu'elles ne connaissaient même pas, que tout ce qu'on leur a décrit comme étant mauvais va leur arriver sans qu'elles ne soient autorisées à s'exprimer. Depuis leur plus tendre enfance, on leur rabâche « keep sweet no matter what ». For God's sake, keep sweet. Sois sage, peu importe, pour l'amour de Dieu, sois sage. On leur dit, on leur fait chanter, on leur colle sur les murs. N'importe quel support est utilisé pour transmettre ce message. Même les chaussons de Rhulan Jeffs ont cette devise gravée sous la semelle. Et cette devise, elle va prendre de plus en plus de place dans la vie des fidèles, notamment à cause d'un personnage qu'on a simplement évoqué jusque-là, Warren Jeffs. Parmi ses 63 enfants, Rhulan Jeffs va développer une relation particulière avec l'un d'entre eux. Un de ses enfants est né avec plus de 8 semaines d'avance et a survécu, ce qui à l'époque n'était vraiment pas donné. Depuis, la mère de cet enfant, Marilyn, pense qu'il est spécial et voué à faire de grandes choses. C'est donc avec cet état d'esprit qu'elle va le pousser à se rapprocher de son père et tisser des liens avec lui. Et le père, Rhulan, est lui aussi persuadé que cet enfant nommé Warren accomplira de grandes choses. Grand, maigre, dégingandé et violent, il est considéré par beaucoup comme le fils gênant du prophète, notamment à cause de ses comportements déplacés et violent. Il n'est de fait pas particulièrement apprécié de ses compères. Très moralisateur, il démontre d'un côté psychorigide et agressif qui ne met pas ses pairs en confiance. Il n'est pas particulièrement exceptionnel comparé à ses frères et sœurs, même s'il reste doué en maths. Mais son domaine de prédilection, c'est de savoir pertinemment ce qui est important pour les gens qui l'entourent. De savoir ce qu'il peut utiliser sur ces personnes pour les manipuler et parvenir à ses fins. Et si on peut penser au début que c'est un enfant qui met mal à l'aise les gens autour de lui, mais qui ne fait pas grand mal, vous verrez que ce n'est vraiment pas le cas. Arrivé à la vingtaine, certains frères de Warren, il en a 32 au total, vont remarquer que Warren est de plus en plus à l'aise avec ses sœurs. Mais à l'aise d'une façon un peu trop proche, à tel point que ça va en pousser certains à signaler son comportement auprès de leur père. À ce signalement, leur père répondra « Laisse tomber, n'en parle pas, je m'en occupe, oublie ça et n'en parle plus jamais ». Mais vous vous en doutez, hein, ça va pas aller en s'arrangeant. Et cette remarque auprès de Rhulan, elle aura autant d'effet que de pisser dans un violon. Tellement d'effet que Rhulan va pousser Warren à devenir vice-président de la Alta Academy. Un poste qui va énormément lui plaire au vu de l'autorité que ça lui apporte. À partir de ce moment, il va commencer à exercer cette dernière avec beaucoup de vigueur. Peut-être un peu trop. Mais vous me demanderez certainement, c'est quoi la Alta Academy ? La Alta Academy, c'était une école privée gérée par la famille Jess et la FLDS qui enseignait selon les préceptes de la FLDS. Une grande partie des enfants nés dans la secte auront fait leur classe dans cet établissement. Et je pense que vous avez aussi compris que, selon les préceptes de la FLDS, implique que de nombreuses informations seront tues afin de coller à ces dits préceptes. Les élèves vont voir une réelle différence dans les enseignements et les ressources mises à leur disposition entre le moment où Warren ne faisait pas partie de la direction et le moment où il est devenu vice-président. Les livres provenant de l'extérieur et qui étaient jusque-là disponibles à la bibliothèque de l'école vont tous être interdits. Tous les livres ayant une influence extérieure et n'ayant pas été validés personnellement par Warren sont retirés et détruits. Et les livres scolaires, comme ceux concernant les sciences notamment, sont amputés au rasoir de chapitres entiers sur la reproduction ou bien le système solaire. Tout ce qui ne colle pas 100% avec la doctrine FLDS est supprimé.
Warren aura aussi l'idée de mettre en place un cursus spécifique uniquement à destination des filles. Il écrira un livre intitulé « La pureté dans la nouvelle alliance éternelle du mariage » où il leur enseigne à n'avoir à l'esprit que la volonté du prophète et que d'avoir quoi que ce soit d'autre à l'esprit viendrait brouiller le signal qui le relie à elle, et donc à Dieu. Certains enfants témoigneront aussi plus tard avoir été abusés par Warren, qui était alors vice-président de la Alta Academy, et eux y étaient élèves. Il approchait des jeunes, seuls, pendant les récréations ou les pauses, et les invitait dans son bureau où il profitait d'eux. Ces enfants, tant filles que garçons, sont terrorisés à l'idée d'en parler à leur famille. Le prophète, c'est Dieu sur terre, donc ce qui leur a été fait est forcément voulu par Dieu, et donc bien. Et la vie continue, aussi tranquillement que possible, dans une communauté où environ la moitié des fidèles est considérée comme du bétail. Je parle là de la jante féminine. Mais un jour, il va se passer quelque chose qui va accélérer la prise de position et la prise de pouvoir de Warren. Rowland Jeffs est victime d'un AVC. À partir de ce moment, Warren va commencer à isoler son père et prendre toutes les décisions importantes à sa place. Il fait mine que son père lui dicte la démarche à suivre et les propos à tenir, ce qui ne convainc pas encore tous les adeptes. Les enseignements de la FLDS vont petit à petit commencer à devenir très anxiogènes, voire terrifiants, parlant de damnation éternelle, de jugement divin, d'enfer, d'apocalypse. Il faut bien reconnaître une chose à Warren, c'est son talent d'orateur qui va amener une peur générale parmi les fidèles. Et la fin du monde, l'Apocalypse, qui fait partie intégrante des croyances mormones et fondamentalistes, va être instrumentalisée par Warren afin d'accentuer ce climat déjà au plus bas. Il a de soi-disant nombreuses révélations sur le fait que cet événement est proche et qu'une grande purge va avoir lieu sur Terre. Cependant, en 2002, un événement spécifique va tout changer, et de façon tellement flagrante que tous les fidèles vont le remarquer. Cet événement, ce sont les Jeux Olympiques de 2002 qui passent par Salt Lake City, la ville QG du mouvement à l'époque. C'est à ce moment que tout va dérailler. Warren dit avoir vu que la présence des Jeux Olympiques à Salt Lake City allait détruire la ville et que tout le monde devait de fait immédiatement déménager à Short Creek s'il souhaitait survivre. C'est comme ça que Short Creek va voir débarquer le même jour environ 8000 personnes qui ont au préalable vendu tout ce qu'ils avaient, maisons, mobilier, etc. Un mouvement migratoire jamais vu auparavant de par son ampleur, qui permet aussi à Warren de mieux contrôler ses adeptes qui sont désormais tous à portée de main. Jusque-là, la secte avait deux bases, le QG à Salt Lake City et une partie de sa communauté à Short Creek, et ce mouvement-là lui permet d'avoir tout le monde au même endroit à portée de main. Maintenant, si je vous dis que l'apocalypse, elle n'a pas eu lieu en 2002, est-ce que vous me croyez ? Warren, il va devoir se justifier auprès de cette communauté qui était dans l'attente de la fin du monde. Et il va expliquer que Dieu les a testés et leur laisse un peu plus de temps car ils ne sont pas assez parfaits et obéissants. Vous trouvez ça gros, non ? Ça va marcher, comme une lettre à la poste. Les adeptes, ils sont tellement aliénés qu'ils tombent tous dans le panneau. Par contre, vous savez ce qu'on peut jamais arrêter ? Le temps qui passe. Et le 7 septembre 2002, Rowland Jeffs meurt. Si je vous dis que la communauté était choquée, je ne serais même pas proche de la vérité de ce qu'ils ont ressenti. Ils avaient été élevés dans la croyance que cet homme serait le dernier prophète et qu'il serait renouvelé et rajeunirait et qu'il ne mourrait jamais. Ils n'avaient à aucun moment envisagé le fait qu'il puisse mourir, alors même qu'il était sous assistance respiratoire depuis des années et qu'il avait déjà fait un AVC. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'endoctrinement qu'ont subi ces personnes, au point de perdre toute logique et tout esprit critique. Pour son enterrement, Rowland aura droit à une magnifique photo avec ses 65 épouses, toutes vêtues de blanc. Une image qui personnellement me rebute, tout particulièrement. Cette cérémonie d'enterrement est entièrement planifiée et gérée par Warren, qui reste seul à côté du cercueil, ce qui lui permet de se poser comme l'unique personne en capacité d'aider les fidèles, qui sont alors complètement déboussolés. Et c'est pendant cette cérémonie que Warren va mettre son plan en action. Il va commencer par parler comme si l'esprit de son père, le prophète, était rentré en lui, ce qui ferait donc obligatoirement de lui le nouveau prophète. Mais les fidèles ne sont pas totalement convaincus, et il doit donc trouver un moyen de s'imposer comme le prophète unique et légitime auprès de sa communauté. Pour ça, il va se tourner vers les femmes de son père. Elles qui étaient si proches de Rowland, l'ancien prophète, attestent les unes après les autres qu'elles pensent qu'effectivement, il est le nouveau prophète légitime. À chaque sermon, il va faire venir une des épouses de son défunt père devant l'ensemble de la communauté pour qu'elle raconte
à quel point il est le prophète légitime. Et cette mécanique va fonctionner. C'est une stratégie qui démontre l'intelligence dont faisait preuve Warren. Il était très loin d'être stupide. Il va utiliser la croyance des membres de sa communauté et le respect qu'ils ont envers ces femmes afin de les manipuler pour gagner argent, pouvoir et sexe. Maintenant, on va pouvoir parler de ce dont j'avais réellement envie de vous parler. On est à quel timecode ? 20 minutes ? J'espère que vous avez aimé l'intro. Pour toujours accroître sa légitimité, Warren va faire quelque chose de réellement surprenant et totalement immoral. Il va épouser certaines des femmes de son père. Ainsi, elle confirme d'autant plus le voir comme le nouveau prophète. Il planifie à la base de toutes les épouser afin de les garder sous son contrôle. Pour rappel, si ça ne vous choque pas car vous êtes désabusé de tout ce que je vous ai appris avant, Warren est en train d'épouser ses mamans, ses mères. Si vous êtes choqué, par contre, c'est normal, c'est la réaction saine à avoir. Mais ça va pas du tout choquer le moins du monde la communauté en elle-même, où environ à peu près 99% des fidèles le soutiennent. Et c'est avec cette situation que le temps passe petit à petit. La peur s'installe dans les rangs des adeptes, la peur de finir exclu, la peur de ne pas être assez bien ou de ne pas être reconnu. Warren utilise cette peur pour obtenir obéissance et dévotion aveugle. Après tout, il est devenu pour ces gens la représentation de Dieu sur terre, et tout ce qu'il dit ou ordonne est juste. Même si c'est immoral, déplacé et interdit par le bon sens et les lois humaines. Parce que sont les lois humaines face à un être divin ? Ce pouvoir qu'il a gagné, Warren va en faire usage. Sa devise va devenir travailler dur pour le plaisir de travailler plus dur. Et les règles, déjà strictes au sein de ce groupe, vont s'intensifier. Il devient interdit de s'amuser. Plus de sorties aux zoos, de vidéos, d'armes à feu. On est aux États-Unis quand même, donc c'était forcément une problématique. Et les femmes, dans tout ça, sont forcément, de par leur statut inférieur dans cette société, aux premières loges pour assister au changement de réglementation, car elles sont particulièrement visées par ces nouvelles restrictions. Les femmes qui jusque-là s'habillaient comme elles le souhaitaient tant qu'elles étaient suffisamment couvertes, sont maintenant interdites de certains vêtements, comme le jean et les pantalons, interdites de tissus aux motifs imprimés, puis même interdites de porter la couleur rouge. Cette dernière règle, par exemple, va avoir tendance à choquer les fidèles sans que personne ne critique ouvertement cette décision. Ils trouvent ça étrange, mais personne ne viendra s'opposer. Et après les interdictions, viennent les obligations. Porter des sous-vêtements longs, serrés, des poignets jusqu'aux pieds. Être entièrement couverte, conformer sa coiffure aux 5 modèles proposés. Peu importe si vous passez 2 heures à la réaliser le matin, cette coiffure, vous devez le faire. Sinon, vous ne faites plus partie du mouvement. Et comme je le disais juste avant, certains sont choqués, mais personne ne s'exprime. C'est parce que nombreux étaient les membres du mouvement qui auraient préféré mourir que de contredire le prophète. Ce sont des mots très forts qui montrent encore une fois l'aveuglement et l'endoctrinement des membres de cette secte ainsi que le pouvoir qu'a Warren sur eux. La vie continue et après les femmes, c'est les jeunes hommes qui vont constater les changements instaurés par Warren Jeffs. Quelque temps plus tard, les villes voisines du mouvement vont remarquer de nombreux jeunes hommes dans les rues. Quand ils iront les questionner à ce sujet, les jeunes hommes expliqueront avoir été mis à la porte de leur communauté. Et ce pour une seule raison, ils sont trop. Warren ne s'entoure que de personnes qui lui sont utiles au premier degré. Si les garçons ne sont pas assez bons travailleurs, ils sont exclus du mouvement car ce dernier ne pourra pas leur fournir d'épouse. Effectivement, les jeunes femmes sont données en mariage à des membres plus âgés et du coup, il n'y en a plus pour les jeunes. C'est pour ça qu'ils se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes, dans une Amérique dont ils ne connaissent strictement rien. Et je parle pas ici de 5 ou 6 garçons, mais bien de centaines de garçons de 13 ans et plus qui vont envahir les rues des villes alentours, à tel point que ça va alerter les médias du coin qui vont commencer à en parler. Et ça va faire suffisamment de bruit pour interpeller certains détectives privés qui vont se pencher sur la FLDS et Short Creek. Car à cette époque, la ville est entièrement dirigée par la secte. C'est un vrai État dans l'État dans l'État. Ils ont leurs propres pompiers, services de secours, et tous les policiers sont choisis et validés par Warren Jeffs, de telle façon qu'il peut leur demander ce qu'il veut. On s'arrête 2 secondes, les policiers sont choisis par un gourou. Ça choque que moi ? Parce que là, je pense que vous commencez à comprendre à quel point la situation est critique. Car le pouvoir qu'a Warren va encore plus loin que le simple fait de contrôler les forces de l'ordre. La FLDS est propriétaire de chacun des terrains et chacune des maisons de la ville. Les adeptes ne sont que locataires. Du coup, quand Warren le veut, il les met à la porte. Vous avez d'autant plus intérêt à bien vous faire voir de Warren parce qu'à la première écartade, vous n'avez plus de maison. Et vous voyez aussi, peut-être, que pour que ce système perdure, il ne faut surtout pas qu'il soit remis en question. C'est pourquoi, vous le comprenez maintenant,
Warren il a besoin de contrôler tout ce qui se passe dans sa communauté afin que personne ne se rebelle. Toute personne qui lui semble être un peu libre est considérée comme un danger qu'il traite de façon drastique. Plus tôt, je vous parlais de Rebecca Wall, qui a été mariée à Rowland Jeffs alors qu'elle n'avait que 19 ans à l'époque des faits. Eh bien, je vais vous reparler d'elle parce que Rebecca ne venait pas de n'importe quelle famille. Son père était un converti, ce qui est extrêmement rare dans cette communauté. Ajoutez à ça qu'il est ingénieur, ce qui signifie qu'il a un niveau d'études supérieur à Warren, et qu'il a suivi son éducation en dehors de la secte. Et vous comprenez maintenant pourquoi Warren le perçoit comme une menace. En prime, le père de Rebecca, Lloyd Wall, n'a jamais accepté Warren comme prophète car il trouve que ce dernier abuse trop de son autorité. Warren veut faire de Lloyd un exemple pour le reste de la communauté et il va donc décider du jour au lendemain de lui retirer sa deuxième épouse ainsi que les 13 enfants qu'il avait eus avec elle pour les donner à l'évêque de la communauté, Fred Jessop. Perdre sa seconde femme et n'en avoir plus que 2 implique qu'il est rétrogradé et considéré comme un moins que rien dans cette communauté où il faut au moins 3 épouses pour devenir un enfant de Dieu et pouvoir potentiellement accéder au paradis. Cependant, il ne désespère pas de restaurer son honneur et fait tout son possible pour revenir dans les petits papiers de Warren afin de récupérer son statut. Peut-être aussi sa femme et ses enfants, mais ça je peux pas en être certaine. Il s'avère que Lloyd Wall est le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Hydra Park. Cette entreprise prospère est spécialisée dans la fabrication de pièces techniques, notamment à destination des navettes spatiales. Et bien que cette entreprise lui assure une entrée d'argent fiable qui lui permette de mettre hors de danger sa famille d'un point de vue financier, il la cédera à l'église sur demande de Warren. Et Warren a pour objectif de s'emparer de toutes les entreprises de ses fidèles. Ça lui permet de récupérer les bénéfices de nombreuses entreprises stables et rentables, ce qui lui offre d'importantes entrées d'argent. Petit rappel, aux États-Unis, les églises ont le droit d'avoir des entreprises. La FLDS est désormais propriétaire de nombreuses usines, de domaines agricoles immenses, d'entreprises spécialisées dans la construction de centres commerciaux et plein d'autres. Et on pourrait penser que les clients de ces entreprises ont un peu honte de travailler avec un tel courant sectaire. Mais pas du tout. Les clients de ces entreprises sont connus, voire même célèbres, comme Walmart et Amazon par exemple. Car l'avantage des entreprises de la FLDS, c'est qu'elles disposent d'une main-d'œuvre conséquente et gratuite avec tous les garçons de sa communauté qu'elle a gardés car considérés comme de bons ouvriers. Ces derniers ne sont pas rémunérés et sont envoyés de force là où Warren Jeffs l'a décidé. Ça permet aussi à ces entreprises de proposer des tarifs bien plus avantageux que leurs concurrents. Et bien sûr, oui, c'est de l'esclavage. Et le temps passe et certains jeunes de la secte vont se faire remarquer car ils sont soupçonnés d'éprouver des sentiments amoureux. Malheureusement pour ces jeunes à qui ça arrive au sein de la FLDS, si on se rend compte de leurs sentiments, alors la jeune fille est immédiatement mariée à un autre homme. Et est-ce que je dois encore préciser que le dit homme sera beaucoup plus âgé ? C'est ce qui va arriver à beaucoup d'enfants. Et j'utilise le mot enfant car de nombreuses jeunes filles sont mariées alors qu'elles n'ont que 14 ans. Et qu'à 14 ans, on est bel et bien un enfant. Les mariages de mineurs étaient déjà présents dans la secte, mais ils se sont multipliés de façon exponentielle sous la direction de Warren Jeffs. Avant lui, c'était plus ou moins des cas isolés, et souvent, elles avaient plus de 15 ans. À partir du moment où Warren Jeffs a été au pouvoir, l'âge s'est drastiquement réduit. On a des jeunes filles qui sont mariées à 14 ans, et vous verrez après que ça peut encore aller plus jeune, et ça, c'était pas le cas avant. Warren marie aussi systématiquement les filles qu'il juge un peu trop indépendantes, afin qu'elles tombent rapidement enceintes, et qu'une fois leurs enfants nés, elles soient prisonnières de la secte et ne puissent plus la quitter. Beaucoup de mariages de mineurs ont lieu dans un bled qui s'appelle Caliente, qui est situé à l'entrée du Nevada, État où il n'y a pas de limite d'âge pour les mariages. Petite parenthèse, il est important de rappeler qu'aux États-Unis, chaque État a sa propre réglementation en ce qui concerne les mariages. Certains États ont un âge légal minimum pour se marier, quand d'autres n'en ont pas. Il suffit dans ces cas-là que les parents de l'enfant mineur donnent leur accord. Et c'est le cas du Nevada par exemple. C'est terrible de se dire que les parents peuvent choisir de marier leur enfant sans l'accord de ce dernier, mais surtout que ce soit tout à fait légal. Dans beaucoup d'États, le seul point sur lequel les victimes de mariage forcés peuvent agir, ce sont sur les viols qui suivent le mariage. Car comme le mariage n'est pas désiré, les rapports intimes qui suivent et qui leur sont infligés ne sont pas non plus voulus et donc sont considérés comme des viols conjugales. Après, vous savez aussi que ce sont des cas extrêmement difficiles à instruire et juger et que très peu de personnes sont reconnues coupables. Fin de la parenthèse. Les cérémonies de mariage des mineurs ont lieu dans la chambre vide d'un motel à l'entrée de la ville de Caliente. Les parents des futures épouses ainsi que Warren Jeffs sont présents et malgré les larmes qui coulent sur les joues des jeunes filles, rien n'arrête ces adultes. Eux qui sont normalement censés protéger les enfants sont ici leurs bourreaux. Le
je le veux qui scelle le mariage leur est extorqué et sort malheureusement de leur bouche. Leur seule consolation est de pouvoir imaginer le garçon qu'elles aiment pour celles qui en ont un, à la place de leur désormais époux, lors du baiser qui clôture la cérémonie. Mais les mariages d'enfants vont commencer à faire du bruit. Qui a commencé à en parler ? On ne sait pas vraiment. Mais les détectives et journalistes, dont la curiosité avait été éveillée à l'annonce des abandons de jeunes garçons, vont continuer à creuser et montrer petit à petit ce qui se passe réellement dans cette communauté. On doit beaucoup dans cette affaire aux journalistes et aux détectives privés. Mike Watkins, par exemple, est journaliste. Et il va énormément contribuer à l'affaire. Il aime pas les personnes qui s'en prennent à plus faible qu'eux. Or, Warren s'en prend à des enfants. Et comme Mike est spécialisé dans la couverture d'affaires criminelles et que le mariage forcé d'enfants et les viols qui en résultent sont de fait des crimes sexuels, il se lance dans la couverture directe et permanente de cette affaire atypique. J'ai essayé de résumer les propos qu'il tient au cours du reportage Keep Sweet, Pray and Obey, mais je n'arrivais pas à ce que ça sonne aussi juste. Du coup, je vais vous sortir une longue citation de cet homme qui a permis à cette histoire de se faire connaître à l'échelle du pays et de faire avancer l'enquête à leur propos. Il dit: je savais que pour soutenir une communauté polygame au niveau industriel comme à Short Creek, il faut une sorte d'architecture sociale stalinienne en place pour que ça fonctionne. Il faut une multitude de jeunes femmes que le prophète peut distribuer, car la monnaie du royaume, c'est une jeune mariée. C'est le système monétaire. C'est le mortier qui maintient le tout. L'homme qui peut donner les mariés détient tout le pouvoir, car vous n'allez pas au paradis, monsieur, à moins d'avoir 3 femmes, et je suis le seul à pouvoir vous les donner. C'est une serrure blindée qu'ils ont posée sur le psychisme de ces gens. Ils peuvent inventer toutes sortes de théories, notamment des ordres venant de Dieu, mais au bout du compte, il s'agit d'un homme qui contrôle des femmes et leur sexualité. Fin de la citation. Et en parlant de contrôle des femmes, j'aimerais vous reparler un peu de Rebecca Wall, parce qu'elle est très importante dans la résolution de cette affaire. Après la mort de Brulon, Warren a dit à Rebecca être dans l'attente que Dieu lui indique à qui il doit la remarier. Rebecca, de son côté, n'a qu'une envie, ne pas retrouver d'époux et ne pas revivre l'horreur d'une vie maritale décidée pour elle. Elle va donc faire tout son possible pour retarder cette échéance, mais le poids qu'elle a à l'époque dans la secte, en tant qu'ancienne épouse dévouée et parfaite du prophète Verlon Jeffs, va obliger Warren à agir. Il va lui donner un ultimatum afin qu'elle se remarie. Et si elle ne le fait pas, il lui promet, il la brisera. Un homme charmant, ce Warren, vraiment. Rebecca, de son côté, ne peut pas s'imaginer se remarier. Elle ne le supporterait pas. Mais d'un autre côté, elle est persuadée que partir de la secte implique sa damnation éternelle. Un choix cornélien pour cette jeune femme. Et encore une preuve supplémentaire qu'au bout d'un certain temps d'endoctrinement, les barrières ne sont plus physiques, elles sont dans vos têtes. Warren aimait dire que la réelle obéissance était comme un cheveu, cassant à la moindre résistance. Et pour maintenir une emprise, il faut que ce cheveu si fragile paraisse être une muraille infranchissable dans la tête des fidèles. Mais l'idée d'un deuxième mariage est tellement insupportable pour Rebecca qu'elle finira par contacter un de ses frères, qui avait été abandonné par la secte, afin de lui demander de l'aide. Le jour de son évasion est un dimanche car la sécurité est réduite à ce moment-là. Elle laisse 2 lettres derrière elle à destination de sa famille et elle part en marchant calmement pour ne pas se faire remarquer sur les bandes de vidéosurveillance. Elle franchit le portail de la propriété et une fois passée la barrière, elle se met à courir et rejoint son frère venu la chercher. À 26 ans, s'adapter à une vie dehors, à la vie normale aux États-Unis, c'est dur. Extrêmement dur. Car après tout, elle ne connaît rien. Et elle n'a pas moyen de contacter qui que ce soit des siens restés sur place, car ils en ont l'interdiction. Elle est qualifiée d'apostat et considérée comme morte par les gens de cette communauté qui l'a vue naître et l'a élevée. Sa famille lui manque. Sa petite sœur Elissa lui manque. Elle aurait aimé pouvoir la prendre avec elle, mais elle ne sait déjà pas comment elle va survivre. Alors prendre sa sœur avec elle aurait été irresponsable. Mais ses souvenirs lui rappellent régulièrement la situation très délicate dans laquelle elle a laissé sa petite sœur. Mariée et violée par son cousin, qu'elle a été forcée d'épouser alors qu'elle n'avait que 14 ans. Car ces femmes poussées au mariage sont obligées de se soumettre à leur époux. Elles ne peuvent pas y couper. S'opposer revient à se rendre la vie encore plus difficile, car si elles s'opposent, elles ont alors l'illuminé qui leur sert de prophète sur le dos. Et le choix d'avoir ou non des enfants, vous oubliez. Aucune protection n'est autorisée. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des femmes de 24 ans qui sont déjà mères de 6 enfants et qui ne les ont jamais désirés. Ça veut pas dire qu'elles les aiment pas aujourd'hui, simplement qu'elles ne souhaitaient pas les avoir à ce moment-là et avec l'homme en question. Et comment faire pour arrêter tout ça alors que les forces de l'ordre ne font rien ? Il est grand temps de donner la parole aux victimes et de taper un grand coup dans la fourmilière. Mike Watkins, le journaliste dont je vous parlais plus tôt, va interviewer une jeune femme nommée Ruth Stubbs.
Et pour la FLDS, cet entretien sera le début de la fin. Durant son témoignage, elle explique avoir donné naissance à un enfant alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans, ce qui est interdit en Utah car considéré comme un crime. Le crime, c'est pas de se marier à 16 ans, c'est le fait d'accoucher à 16 ans et donc d'être tombée enceinte avant 16 ans. Mais elle explique aussi, dans cette interview, avoir été mariée de force à 15 ans au père de son enfant, un homme de 32 ans qui s'appelle Rodney Holm et qui est officier de police. On s'arrête sur l'information 2 secondes s'il vous plaît. Rodney Holm, 32 ans, officier de police, marié à une mineure. Bref, Rodney, c'est un fidèle de Warren Jeffs. Et en plus, il est déjà marié à 2 autres femmes. Donc on ajoute polygame à la liste d'infractions en tant que policier, censé faire régner la loi. Quand l'affaire va être mise en avant dans les médias par notre cher reporter, l'Utah va décider de se bouger le fiac et de condamner Rodney Holm. Il est condamné à une peine ridiculement faible, mais même si la peine qu'il a reçue est très clémente, le verdict de culpabilité est très important, car ça envoie un message à Warren Jeffs. Ça lui fait comprendre qu'il n'est pas totalement intouchable et que ce n'est qu'une question de temps avant que l'État ne trouve le moyen de le condamner. Parce qu'ils se doutent très clairement de ce qu'il se passe, mais ils n'ont pas les moyens d'agir. Et ce message envoyé à Warren par l'intermédiaire de ce verdict, il l'a bien compris. La tension monte en Utah et en Arizona, où les membres de la FLDS ne sont plus les bienvenus. En conséquence, Warren va commencer à se faire discret. Il part en voyage et ne revient dans la communauté que pour réaliser les mariages. Entre-temps, aucune nouvelle de où il est. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas physiquement présent qu'il ne gère plus la secte. Des caméras vont apparaître dans les salles de rassemblement et une police de la secte voit le jour pour surveiller les fidèles et s'assurer qu'ils font bien ce qui est exigé d'eux. Le moindre de leurs faits et gestes est scruté, analysé, afin de confirmer que ces personnes sont bien fidèles au mouvement et au prophète. Warren souhaite faire comprendre à tous qu'il reste le leader de ce mouvement et qu'il sait tout. Et pour ça, pour que ce message passe bien à tout le monde, après 3 mois d'absence, il revient lors d'une messe et il bannit de la secte tous les hommes qui ont osé émettre des réserves, même minimes, face à ses actions. Aucun au revoir ne leur est autorisé. Et ces hommes qui avaient tous participé à la création de cette communauté et qui y étaient respectés, avec pour la plupart une dizaine d'épouses chacun, sont reniés. Le message est clair pour tous les autres adeptes. Si on s'en prend à ces hommes respectés de la communauté, alors Warren n'hésitera pas une seconde à bannir tous ceux qui ne lui semblent pas assez dévoués à son goût. Et ceux qui vont arriver à prouver leur dévotion sans faille vont commencer à disparaître du jour au lendemain. Quand d'autres demandent où ils sont passés, on leur explique qu'ils sont partis à Sion, Zion en anglais. Sion, c'est le paradis. C'est un endroit normalement fictif, mais qui d'après Warren serait sur Terre et, étrangement, aux États-Unis, dans un lieu qu'il connaît et dont il a fait l'acquisition. Ce move, on va le voir, c'est vraiment pas le meilleur de sa carrière de gourou. C'est même le premier clou de son cercueil, car à peu près au même moment, dans la ville d'Eldorado, au Texas, les habitants voient leur vie changer quand des groupes de personnes habillées de façon atypique débarquent. Ces personnes ont fait l'acquisition d'un immense terrain en bordure de la ville sur lequel ils souhaitent construire un ranch. Mais certains habitants d'Eldorado, au Texas, vont remarquer que plusieurs constructions sont en cours et que les fondations d'une de ces constructions est tellement imposante que c'est sûr qu'ils ne leur ont pas dit la vérité. Quelque chose d'étrange se trame là-bas. Eldorado, au Texas, c'est une toute petite ville et les rumeurs vont très vite. Ajoutez que la FLDS dispose de moyens importants. Comme je disais, ils sont plein d'entreprises de construction, donc ils arrivent à travailler de jour comme de nuit, ils ont un matériel titanesque, des grues, des éclairages professionnels, une main-d'œuvre importante, etc. Tout pour montrer qu'ils sont pas n'importe qui. Et c'est suffisamment étrange pour que les habitants du coin le remarquent. C'est tellement étrange que le rédacteur du journal local se penche sur la situation juste avant d'être contacté par Mike Watkis, qui va l'informer de la réelle nature de leur nouveau voisin. Ce qui se construit, effectivement, n'est pas un simple ranch, mais un complexe avec de nombreuses habitations ainsi que des écoles pour permettre aux nombreuses jeunes filles envoyées à Sion de recevoir la meilleure éducation offerte au sein de la secte. Et l'énorme fondation qui a été remarquée au centre est là pour quelque chose d'encore plus étrange. Un temple, mais un temple titanesque, tellement grand que le journal local qui couvre les faits depuis l'achat du terrain ne va plus être le seul à en parler. Les journaux nationaux s'y mettent aussi. Les enquêteurs, de leur côté, cherchent à monter un dossier qui leur permettrait de condamner ces hommes coupables de tant de crimes. Mais ce n'est pas chose facile quand les victimes ont peur de témoigner, car après tout, ce sont les membres de leur famille les coupables. Et vous le savez certainement, sans victime, il n'y a pas d'affaire. Elissa Wall va tout changer. Elissa Wall, je l'ai déjà évoquée plus tôt. C'est une des petites sœurs de Rebecca Wall.
Après avoir été reniée par la communauté car elle était tombée amoureuse d'un autre homme que son époux, elle reprend contact avec sa sœur Rebecca. Et cette dernière va lui expliquer que le mariage qu'elle a subi à 14 ans n'a rien de normal. Elle va aussi lui expliquer que si elle raconte son histoire aux forces de l'ordre, elles auront enfin de quoi condamner Warren Jeffs et sa secte. Cette décision, elle est très dure à prendre, mais Elissa comprend que c'est le meilleur moyen de protéger ses petites sœurs qui sont restées sur place. Suite à son témoignage, une enquête est ouverte et c'est la première qui portera atteinte à Warren, qui est alors accusé de complicité de viol. C'est une première pour l'État de l'Utah. Mais à cette époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Warren Jeffs est en mode incognito et se planque depuis des mois. Il est donc ajouté à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés des États-Unis. Mais malheureusement pour l'Utah, il n'est pas facile à attraper car ses fidèles lui font parvenir tout l'argent dont il a besoin pour mener sa cavale à bien. Pendant cette période, il va démontrer sa capacité à passer sous les radars grâce à des déguisements, téléphones prépayés, etc. Le tout en vivant une belle vie de luxe. Une vie du style drug, sex and rock'n'roll, aller jouer dans les casinos de Las Vegas, s'acheter une Harley Davidson, etc., etc. Et les fidèles donnent toujours plus d'argent aux prophètes, surtout quand on leur dit que cette somme servira à construire le temple Sion. Le nom du temple, c'est Yearning for Zion, donc abrégé en YFZ. Certains vont même aller jusqu'à se mettre financièrement en difficulté pour donner cet argent. Mais quand on va leur demander d'abandonner leurs enfants pour qu'ils soient envoyés à Sion tout seuls sans leurs parents, là ça va commencer à faire un peu beaucoup pour certains membres de la secte. Et plus particulièrement pour certaines mères qui ne sont pas d'accord. Mais comme pour tout dans cette communauté incroyablement bienveillante, n'est-ce pas, on ne leur demande pas leur avis. Leurs enfants leur sont enlevés par leur propre mari et leur sœur épouse. Donc sœur épouse, c'est le terme qui est donné aux autres épouses de votre mari. Et à partir de ce jour, elles ne reçoivent plus aucune nouvelle de leur enfant, ce qui en amènera certaines au bord de la dépression, où seul l'espoir de les revoir encore une fois les tient à flot. 2006 est une année importante, car en plus d'être l'année de l'affaire des bébés congelés, dites-moi si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo d'ailleurs, c'est aussi l'année où Warren Jeffs est arrêté. Le 17 septembre 2007 a lieu un premier procès dans lequel témoignent les sœurs Wall, donc Elissa et Rebecca. C'est un procès sous grosse tension et où leur sécurité est en danger. La défense de Warren va chercher à discréditer la parole d'Elissa en expliquant qu'elle était consentante à l'époque et que c'était sa faute à elle si ça lui était arrivé. Mais cette argumentation, si on peut appeler cette défense de si maigre qualité ainsi, va se retourner contre eux et mettre en avant le côté manipulateur et pervers de Warren Jeffs. Une enfant de 14 ans ne peut pas consentir à un tel projet. Le 25 septembre 2007, Warren est déclaré coupable de complicité de viol à l'encontre d'Elissa Wall. Et c'est un message fort qui est envoyé à la communauté par ce verdict, où des femmes qui sont considérées comme des individus de seconde zone, on le rappelle, ont tenu tête à un homme et qui plus est tenu tête au prophète, et ce jusqu'à le faire condamner. Et bien que ce soit un être divin, la loi humaine fait qu'il va aller en prison. Malheureusement, comme il n'est jugé que pour complicité de viol car il a réalisé le mariage qui a conduit aux viols conjugaux d'Elissa par son mari, il est condamné à la peine maximale dans ce cas, qui n'est malheureusement que de 10 ans de prison. C'est moins que ce que l'Utah aurait aimé lui mettre, mais la loi étant la loi, ils n'ont pas pu faire d'exception. Warren Jeffs est donc envoyé en prison, ce qui ne veut pas dire, là encore, qu'il ne contrôle plus la secte pour autant. Il reçoit la visite de ses fidèles quasi quotidiennement, qui prennent note de ses moindres mots et diffusent ses sermons à la communauté pour que tous puissent les entendre. De fait, Warren garde le contrôle sur ses fidèles et est devenu un martyr pour les membres de sa secte. Et pendant ce temps, la communauté du ranch Yearning for Zion, donc le temple qui se trouve à El Dorado au Texas, continue de grandir et de se remplir de toujours plus de femmes, de jeunes femmes et de petites filles. Vous voyez la sauce arriver. Ce qui va significativement inquiéter la police tant à l'échelle locale que nationale. Et l'État du Texas aussi se penche sur cette communauté et cherche tout ce qui pourrait leur permettre de condamner plus sévèrement Warren Jeffs afin de le laisser croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et le 3 avril 2008, les forces de l'ordre du Texas vont recevoir une information qui va leur permettre d'avancer de manière super rapide et importante dans leur enquête. Parce que l'appel leur provient des services sociaux qui les ont contactés car ils auront reçu un appel d'urgence provenant d'une enfant qui dit habiter au ranch YFZ et qui leur a expliqué avoir 16 ans, être maltraitée, être déjà mère et être de nouveau enceinte. Ça fait beaucoup. Les services sociaux et la police vont donc se rendre au ranch sur le champ pour faire ce qu'ils appellent un welfare check, autrement dit un contrôle de bien-être.
C'est pour leur permettre de s'assurer que la personne qui a appelé n'est pas en danger. Il est aussi possible aux États-Unis de demander un welfare check pour d'autres personnes. Par exemple, vous n'avez pas de nouvelles de votre maman, elle est un peu âgée, vous demandez un welfare check, ils vont regarder si elle n'est pas, par exemple, tombée dans ses escaliers. Et donc, si c'est le cas, pouvoir intervenir et pouvoir l'aider. Sur place, du coup, les membres de la secte vont jouer le contre-la-montre. Ils amènent différentes filles auprès des services sociaux en laissant beaucoup de temps entre chaque arrivée. Leur but, c'est de gagner du temps. Mais cette technique, elle va se retourner contre eux, car ça va laisser suffisamment de temps aux membres des services sociaux qui ont été accueillis dans une salle de classe pour remarquer certains journaux intimes cachés dans les bureaux des élèves. Et en parcourant ces journaux, écrits par des filles très jeunes, ils sont alarmés par les propos qu'elles y tiennent et qui concernent notamment des grossesses. Selon la loi texane, une fille mineure enceinte est obligatoirement une preuve suffisante qu'un crime a eu lieu. Il est interdit d'avoir une relation sexuelle avec un mineur, et donc si une mineure est enceinte, c'est que forcément elle a eu une relation sexuelle, et donc forcément c'est un crime. Et c'est ce qui va permettre à la justice d'enfin pouvoir enquêter sur le ranch et sur les horreurs qui s'y déroulent. Suite à cette découverte, la situation est immédiatement considérée comme une crise d'une urgence sans précédent et dès le lendemain, une opération de grande ampleur est effectuée par la police afin de récupérer les enfants présents au ranch pour les mettre hors de danger. Mais pour ces enfants qui n'ont jamais vu des personnes venues du monde extérieur, des païens comme ils les appellent, voir une armée d'hommes vêtus de noir et venus avec des armes et de gros camions qui encerclent la propriété, ça fait que les effrayer. Les 416 enfants présents sur la propriété, qui étaient bien plus nombreux que ce que pensaient les autorités, sont retirés à leur famille. Et ce qui aurait pu se faire calmement se fera dans la confusion car aucun des membres ne souhaite suivre les ordres donnés par les forces d'intervention qui sont donc obligés de récupérer les enfants de force. C'est un événement qui est extrêmement traumatisant pour les 416 enfants présents. Ils sont emmenés dans des bus pleins à craquer où tout le monde pleure et où personne ne comprend ce qu'il se passe, si ce n'est qu'ils ne reverront pas leur mère avant un long moment. Et c'est alors que la FLDS va commencer à riposter en mettant en place une stratégie de communication sans précédent. Eux qui jusque-là s'étaient tenus systématiquement éloignés des médias vont désormais être présents sur tous les plateaux télé qu'ils croisent. Ils y mettent en avant des mères abattues à la voix étonnamment aiguë, douce, faible et délicate, qui expliquent être détruites de ne plus avoir de contact avec leur enfant et être totalement heureuses et libres de leur mouvement au sein de la secte. Le tout en démentant face caméra l'existence des mères-enfants, alors même que certaines de ces femmes qui témoignent ont fait accoucher des jeunes filles de 15 ans. Le gouvernement du Texas devient alors, aux yeux du public qui ne cherche pas plus loin, le grand méchant loup. Et pour les membres de la FLDS qui ont quitté le mouvement, il est absolument terrible de voir les aliénés de la secte se plaindre du Texas comme quoi ils sépareraient leur famille, alors même que Warren Jeffs le fait en interne depuis des années. Et pour toutes ces femmes à qui on avait retiré l'enfant pour l'envoyer au ranch, la secte leur offre l'opportunité d'aller réclamer leur enfant en public en leur faisant miroiter le fait de les revoir. Mais vous l'avez sûrement compris aussi, parce que vous commencez à comprendre un peu cette histoire, ce n'est qu'un mensonge. Et ces femmes ne seront amenées devant les médias qu'après avoir juré de mentir et expliqué avoir laissé leur enfant de leur plein gré au ranch afin qu'ils aient une meilleure éducation. Le Texas leur accorde un droit de visite d'1 heure par semaine pour chaque enfant et quel n'est pas le choc de ces femmes de découvrir pour certaines que leur enfant ne les reconnaît pas, ayant été amenés trop jeunes et depuis trop longtemps au ranch pour avoir le moindre souvenir de leur mère. Les enfants, ils ont été habitués à dire « mère » suivi du nom de la femme en question quand ils appellent quelqu'un. Par exemple, une dame qui s'appelle Alicia, qui est mariée à n'importe quel membre de la secte, est appelée mère Alicia. Les enfants sont donc briefés par les membres du ranch afin d'appeler leur mère génétique uniquement mère, devant les caméras et les services sociaux. Et ils vont le faire, mais ils comprennent pas pourquoi. Car pour eux, ils ont autant de mères qu'il y a de femmes plus âgées dans la communauté. Le contraste entre ces femmes en jupons longs et les forces d'intervention texanes est tellement important que de nombreux habitants de l'État vont faire pression sur le gouvernement, et ceci bien que 8 semaines après la descente, décision est prise par les services sociaux américains de rendre leurs enfants aux familles. Ça inquiète fortement les forces de l'ordre qui découvrent toujours plus d'horreurs alors que leur enquête avance. Le bureau du shérif va même demander l'aide de Rebecca Wall afin d'avoir une idée de ce qu'ils doivent chercher dans ce ranch à la superficie démesurée. Et Rebecca va leur répondre sans aucun problème. Elle va leur dire ce qu'ils doivent chercher. Une salle secrète remplie de registres. Si Rebecca est persuadée que c'est une pièce secrète qu'ils doivent chercher, c'est car quand elle était encore mariée à Rulon Jeffs, elle a découvert l'existence d'une pièce secrète qui renfermait tous les registres de la communauté. Elle est donc persuadée qu'au sein du ranch, il existe une pièce de ce type qui contient toutes les preuves matérielles nécessaires pour prouver ce qui n'est pour l'instant que supposé. Une fois entrés dans le temple, ils découvrent d'immenses salles de prière
qui bien que sobres peuvent tout de même être décorés. Ils déambulent dans ce bâtiment qui ressemble plus au backroom et au liminal space qu'autre chose, jusqu'à tomber sur ce qui va leur prouver que des choses terribles se sont passées au sein de ce bâtiment. C'est au 4e étage qu'ils vont tomber sur une des choses les plus dérangeantes qu'il leur ait été donné de voir. Cet étage se compose d'une pièce totalement blanche, de la moquette au plafond, d'un blanc tellement propre qu'il en est presque éblouissant. Dans cette pièce, au fond, il y a une arche fermée par des rideaux. Et en poussant ces rideaux, il découvre une autre pièce, là encore totalement blanche, mais où se tient en son centre une sorte de lit-autel, là encore d'un blanc immaculé. La vue de ce lit placé à cette hauteur, la hauteur des hanches d'un adulte, frappe tout le monde sur place. Et instantanément, un sentiment de malaise et de dégoût pour les adultes qui ont créé ce lieu se fait ressentir. Mais même si ce lieu est horrible, ce n'est pas la pièce secrète. Et le groupe va reprendre sa découverte des lieux jusqu'au sous-sol où ils vont découvrir un énorme coffre-fort. Vraiment énorme. Ils sont incapables de craquer ce coffre et vont donc devoir employer la manière forte. Pendant des heures, des coups de marteau-piqueur et autres outils vont être entendus. Et ce, jusqu'à ce que la porte cède et que le bruit laisse place à un silence pesant et lourd. Rebecca disait vrai. La secte consigne tout. Et les forces de l'ordre viennent de mettre la main sur tous les documents nécessaires. Des téraoctets complets de données internes à la secte. Parmi ces documents, les policiers vont trouver ce qu'ils cherchaient, de quoi condamner Warren Jeffs, mais aussi ce qu'ils auraient souhaité ne jamais découvrir. Les preuves formelles et indiscutables du viol de nombreux enfants par ce dernier. Des photos par dizaines de ses soi-disant épouses, qui étaient à peine pubères à l'époque. Et bien que ce soit déjà choquant, des enregistrements audio vont être découverts. Et parmi ceux-ci, un enregistrement en particulier va sortir du lot. Celui où Warren Jeffs réalise une prière avant de violer, car on ne peut pas appeler ça autrement qu'un viol, une jeune fille de 12 ans sous le regard de ses autres épouses, qu'on entend dire « Amen » en fond. Tous ces documents, écrits comme audio, vont permettre de prouver que Warren Jeffs n'est pas seulement coupable de complicité de viol, mais aussi coupable de viol sur mineurs et sur lesquels il avait un ascendant. Warren Jeffs va donc être extradé de l'Utah où il avait été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour l'affaire Eliza Wall vers le Texas, seul État qui possède alors la preuve ultime permettant de le condamner à la réclusion criminelle jusqu'à la fin de sa vie. Les enregistrements vont être diffusés lors du procès et permettre à tous de prendre la mesure des faits commis par cet homme. Et grâce à cette cassette, Warren Jeffs est reconnu coupable des 2 charges qui pesaient sur lui, viol d'une fille de 15 ans et viol d'une fillette de 12 ans. Car la jeune femme qu'il violait dans l'audio était son épouse qui avait alors 12 ans. Il sera condamné à plus de 120 ans derrière les barreaux. En plus de ça, il va pouvoir être démontré qu'il avait organisé les mariages de plus de 67 filles mineures avec des hommes plus âgés. Il devient donc de fait complice de viol dans chacun de ces cas. Vous vous souvenez la photo qui a lancé cette vidéo ? Ce sont les femmes de Warren qu'on peut y voir. À l'époque de son arrestation, il avait 78 épouses. Et quand je disais que certaines paraissaient mineures, je ne mentais pas, car parmi ces 78 épouses à l'époque, 24 étaient mineures. Warren Jeffs ne sortira jamais de prison. C'est un moindre soulagement quand on sait que beaucoup de membres de la secte lui sont restés fidèles et qu'il dirige toujours la secte depuis sa cellule, comme il l'a toujours fait depuis son arrestation. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes font toujours partie de la FLDS et chaque famille présente au sein de la secte a des membres dont ils n'ont plus de nouvelles depuis de longues années. La mère de Rebecca et Elissa est toujours adepte et croit toujours au dire de Warren. Ruby Jessup, la fille du pasteur, de son côté, ne sait pas ce qu'il advient de sa mère. Charlene Jeffs, qui a quitté la FLDS en 2015, a encore 8 de ses enfants dans le mouvement dont elle n'a plus aucune nouvelle. Et ça, c'est qu'un tout petit échantillon. Et pour ces personnes qui ont quitté la secte après tant d'années, il est dur de se fondre dans la masse, et certains finissent même par revenir à Short Creek pour vivre ensemble entre bannis de ce culte dangereux et destructeur, car ils sont passés par des événements qui se ressemblent et se comprennent. Quand d'autres vont décider de partir le plus loin possible et de reprendre leur vie à zéro. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, la secte FLDS existe toujours et vous pouvez trouver de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok où les ex-membres de la FLDS y partageaient leur passé afin d'essayer de faire bouger les choses. Ils souhaiteraient voir ce mouvement être dissous, mais rien n'est moins simple. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai racontée. N'oubliez pas que la confiance n'exclut pas la vigilance, gardez l'esprit critique
et je vous dis à une prochaine. Ciao. Ah, j'ai oublié. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche.